Déjà, peut-être, ce qui est important de dire, c'est qu'on s'est rapidement engagé sur le sujet. On a quasiment doublé le budget en quelques années, en 4 ans, pour arriver à environ 10 millions d'investissements. Les 3 axes sur lesquels on s'est posé, c'est dire, 1, comment attirer des médecins sur notre territoire, 2, comment les fidéliser, et 3, comment répondre aux besoins. Alors, la première chose, c'est comment les attirer. En fait, il faut leur créer un environnement favorable, et on sait aujourd'hui que le pilier d'exercice des médecins reste les exercices coordonnés. Alors, clairement, la maison de santé pluriprofessionnelle, mais pas que. On a également, nous, ouvert aux centres de santé, aux maisons médicales et à différents porteurs, qu'ils soient publics ou privés. Parce qu'on pense, et c'est une certitude, que les jeunes médecins aujourd'hui ne s'installeront quasiment plus de manière isolée, mais iront dans ces maisons de santé. Une fois qu'on a ouvert ce champ-là, on est allé aussi sur l'hébergement. C'est-à-dire que pour qu'un jeune médecin s'installe, il faut qu'il soit déjà bien accueilli. On l'a dit, c'est à l'intérieur des exercices et des dynamiques, mais c'est aussi qu'il y soit bien logé et qu'il y ait un environnement dans les collectivités qui soit favorable à son accueil. Donc, on a lancé des appels à manifestation d'intérêt sur l'hébergement des médecins, des jeunes internes, mais on a étendu également aux professions paramédicales. Et puis, on s'est aussi posé la question comment, aujourd'hui, il faut faire découvrir aux jeunes des territoires qu'ils ne connaissent pas toujours. Ça peut être de la grande ruralité, ça peut être des quartiers politiques de la ville, des zones tout simplement éloignées de leur centre universitaire. Et on octroie des bourses aux internes qui vont faire leur stage, en fait, sur ces territoires-là. Et c'est à peu près 300 000 euros par an que l'on en fonctionnement sur un gros 170 internes qui ont bénéficié de ces bourses. Après, on connaît également l'importance de dynamiser les territoires un peu éloignés des facultés. On a aussi, à travers des postes universitaires territoriaux, permis aux territoires éloignés des facultés de bénéficier d'une ingénierie universitaire par des praticiens hospitaliers. Et la région, là aussi, et avec l'ARS et les universités, finance en fait ces postes universitaires qui vont aller dynamiser et soutenir les territoires plus excentrés des facultés. Ça a quand même été les grosses mesures que l'on a prises. Et puis, bien sûr, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler notre feuille de route télémédecine, parce que, 1, c'est de la modernisation de l'exercice, et voilà. Et 2, ça remplit aussi cette fonction de lutte contre les désertifications médicales, ou plutôt, en fait, de redonner du temps aux médecins qui ont qui pourront travailler à distance avec leurs infirmières sans pour autant être amenés à se déplacer, ou tout simplement ne pas déplacer des patients quand le diagnostic peut être fait par un moyen de télémédecine. Et puis, dernière chose, le aller vers, hein. Une fois qu'on a mis tout ça en place, il reste encore des zones qui sont des zones un peu des zones blanches en termes d'accès aux soins. Donc l'idée, c'est plutôt que de déplacer les patients, comment est-ce qu'on pourrait amener le soignant vers les patients? Alors ça peut être de la prévention, mais ça peut être aussi des cabinets embarqués avec des médecins généralistes. Et on a lancé des appels à manifestation d'intérêt avec des très belles réussites, où on a vu des mammographes embarqués pour aller faire de la prévention gynéco dans les quartiers ou dans les zones plus rurales, de la prévention tout court, voire du soin, ou même de la filière ophtalmologique avec des camions d'orthopsie, par exemple. Voilà, des choses un peu très diverses de cet ordre-là. Peut-être compléter juste sur un sujet en particulier du aller vers, puisque nous avons lancé maintenant déjà 2 appels à manifestation d'intérêt sur le territoire, sur toute la région, à hauteur donc de 4,5 millions d'euros, et ce sera d'ici 2025-2026 une vingtaine de bus santé qui circuleront sur le territoire du Grand Est, et j'ai envie de dire que c'est un dispositif qui est très intéressant parce qu'il embarque avec lui une communauté finalement, que ce soit de professionnels de santé, mais aussi les collectivités locales qui se sont organisées sur le territoire. Donc c'est une nouvelle réponse qu'on apporte au niveau de la région. Et puis ça permet bien évidemment de rapprocher, c'est ce qu'a dit Véronique, l'offre de soins vers le citoyen qui ne peut pas se déplacer, et notamment dans certaines zones
de notre région. Moi, je vois dans la territorialisation tout l'intérêt de se dire, partons des besoins de la population, analysons les forces et les faiblesses de ce territoire, analysons les besoins de la population, et puis mettons-nous autour de la table pour y répondre. Alors, c'est un peu l'exemple type du aller vert, par exemple, on devrait le faire de manière plus générale. Alors, pourquoi je dis que ce serait important d'accélérer cette décentralisation? Parce que à chaque fois qu'on a un problème, on a souvent tendance à dire il faut mettre de l'argent. Et je crois qu'en matière de financement des soins en France, la France est plutôt bien placée puisqu'elle est parmi les pays qui mettent le plus d'argent sur la santé par rapport à son PIB. Et pour autant, on voit bien que ça fonctionne pas mieux qu'ailleurs. Donc la solution pour moi est sur le territoire. Quand il y a un problème sur un territoire, c'est le territoire qui est le plus à même à en faire le diagnostic et à y répondre. Pour autant, il faut qu'il y ait un cadre national et l'État doit être garant de ce cadre national et des indicateurs. Bien évidemment, il n'est pas question de laisser des territoires ne pas faire des choses ou une inégalité territoriale, une inéquité territoriale, mais il faut également les accompagner en matière à la fois de financement sur ce territoire et de liberté d'action. Et je crois que le maître mot, c'est redonnons de la liberté aux acteurs, allégeons un petit peu les normes et les règles, et puis donnons à l'État la charge de mettre à la fois un cadre général et qu'elle soit accompagnateur, conseilleur et qu'elle aide effectivement les territoires à s'organiser. Il y a un maître mot dans cette territorialisation, c'est aussi être imaginatif, être innovant et avoir la liberté d'agir. Alors, c'est une idée à laquelle nous réfléchissons sérieusement. En tout cas, nous ne l'excluons pas, au contraire. La société a changé, les modes d'exercice aussi, en tout cas pour les nouvelles générations. Les médecins souhaitent peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'organiser différemment. Il y en a qui souhaitent, à la sortie des études, s'engager vers une profession libérale, d'autres pas. Il y a des zones qui sont complètement dépourvues de professionnels de santé. Il faut trouver une solution à ces zones-là. Alors, pourquoi pas s'engager vers le salariat de médecins dans ces zones-là, alors avec bien évidemment une organisation territoriale avec d'autres professionnels de santé et puis avoir les modalités d'exercice et surtout de financement parce que là est toute la question, c'est les modalités de financement de ces médecins qu'on salarierait. Donc voilà, en tout cas, il y a une nouvelle génération qui souhaite s'engager plutôt vers du salariat avec d'autres conditions de travail, peut-être un peu plus encadrées, avec des congés payés, une protection sociale. Voilà, ça fait partie des réflexions qu'on a au sein de la région. En revanche, on n'a pas encore arbitré sur cette nouvelle solution. Donc nous, le pari qu'on a pris à la région, c'est de se dire que tous les exercices, quel que soit son type, qu'il soit salarié, libéral, que ce soit une maison de santé, un pôle de santé, doit être accompagné parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée, c'est de répondre à un besoin. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, on aide déjà un petit peu certaines collectivités qui se sont déjà lancées dans le salariat. On a quelques communes, alors c'est Osé et Audacieux, qui ont de manière communale salarié des médecins. Donc, on est venu en soutien sur de l'investissement de leurs locaux. Et puis, il y a des territoires, Nadège l'a dit, où effectivement, aujourd'hui, il y a des zones blanches où il ne se passe pas grand-chose et où c'est compliqué. Est-ce que sur ces territoires-là, la question du salariat ne doit pas être posée? C'est un peu toute, effectivement, la question que l'on a ouverte à la région. Alors, aucune piste aujourd'hui n'est retenue et fermement décidée, mais en tout cas, c'est quelque chose à laquelle on pense de manière pragmatique, en se disant que si à certains endroits c'est nécessaire, il faut réfléchir à la manière dont on peut l'amener. Sur la mise en application, la mise en œuvre, on ne fera pas sans l'ARS et sans l'État. Et l'assurance maladie, bien évidemment. Notre politique, finalement, de manière générale,
s'inscrit complètement sur une seule santé à travers nos différentes compétences régionales, que ce soit au niveau de la qualité de l'eau, la qualité des sols, sur notre politique santé, bien évidemment, sur l'aménagement favorable à la santé, l'aménagement du territoire. En fait, le One Health, c'est mettre la santé dans tous nos dispositifs et dans toutes les compétences que chacun a, en fait. Alors, nous, au niveau de la région, par exemple, quand on va verdir un lycée, on est sur de la One Health. Quand on investit fortement dans le plan vélo, on est sur cette santé globale. Quand on va parler de l'agriculture, l'alimentation, la santé au travail, la qualité de l'air, ça a été dit, la qualité de l'eau. Enfin voilà, il y a effectivement la One Health à travers le PRSE 4 et il y a également cette prise de conscience que l'on met à travers tous nos dispositifs à la région, toutes nos compétences pour les regarder ou les travailler à travers un prisme en fait santé environnementale et santé globale.